Chaque matin, l'horloge ne marque pas seulement le début d'un nouveau jour, mais aussi le prix de tes décisions. Beaucoup ouvrent les yeux et, sans y penser, se laissent emporter par le pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, nourrissent les mêmes pensées, cèdent leur attention à ce qui importe le moins. Cette inertie a un coût psychologique qui s'accumule silencieusement. Ce que tu ne maîtrises pas au réveil s'empare de toi le reste de la journée. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une idée ancienne pour se transformer en un outil brutalement utile. Oublie la fantaisie de la motivation magique. Ce qui détermine ta force intérieure n'est pas l'inspiration fugace, mais les mécanismes mentaux que tu entraînes avant que le monde ne t'entraîne. Le stoïque moderne ne cherche pas la calme dans des retraites secrètes, ni n'attend que l'environnement change. Il sait qu'il n'y a qu'une seule façon de protéger l'esprit, prendre le contrôle quand personne d'autre ne le fait, juste au début de la journée. Se lever sans clarté est la première erreur. Laisser les autres décider comment tu penses est la deuxième. Si tu ne filtres pas ton attention, tu finiras par vivre l'agenda de quelqu'un d'autre. Fais-le différemment. 10 minutes de concentration valent plus que des heures de dispersion. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher un mantra, mais de construire une discipline invisible et de protéger ton énergie comme si ta vie en dépendait. Parce que oui, elle en dépend. La clarté ne se trouve pas, elle se fabrique. Le temps ne se récupère pas, il se respecte. Voici l'appel. Chaque matin, tu prends les commandes ou tu acceptes le coup. 1. Protège ton énergie au réveil. Il y a des matins où je me réveille et le premier réflexe est de céder. Céder le contrôle de mon énergie avant même d'ouvrir correctement les yeux. C'est comme si l'esprit, sans résistance, voulait se livrer au pilote automatique, vérifier le téléphone, faire défiler des messages, absorber les opinions des autres, laisser le monde décider de mon humeur avant de me rappeler qu'elle m'appartient. Il est brutalement facile de tomber dans ce piège, de justifier cela par « ce n'est qu'une minute » ou « j'ai besoin de savoir ce qui se passe ». Mais non, ce qui se passe réellement, c'est que je me vole de la force, offrant ma journée aux impulsions les plus faibles, hypothéquant ma clarté en échange de distractions immédiates. Personne ne va protéger mon énergie si je ne le fais pas. Ce confort de commencer la journée sans discipline est un luxe qui finit par coûter trop cher. Il y a un coût caché dans chaque petite décision que tu prends au réveil, la dette d'attention qui s'accumule, la fragmentation interne qui passe inaperçue, le sentiment de vide qui t'accompagne lorsque tu permets aux autres de configurer ton état mental. Si tu n'es pas impitoyable avec ta première heure de la journée, tu finiras par vivre à la merci des demandes des autres et des attentes que tu n'as même pas choisies. Défendre ton énergie est un acte radical. Il ne suffit pas de le vouloir, tu dois te protéger. Combien de fois vas-tu permettre qu'un titre, une notification ou l'humeur d'une autre personne dicte le ton de tes pensées matinales? Tu n'es pas une feuille emportée par le vent de l'extérieur, tu es responsable de filtrer, de décider ce qui entre et ce qui reste dehors. La force intérieure ne se construit pas avec de bons désirs, mais avec des actions inconfortables, avec la détermination de dire non à toute intrusion qui menace ton centre. Éteindre le téléphone, ne pas ouvrir les conversations en attente, résister à la tentation de t'anesthésier avec des informations sans importance, c'est de l'entraînement. C'est ainsi que se renforce le muscle de l'autodirection, ainsi que l'on se rappelle que le terrain de ton esprit est sacré, pas une zone d'accès libre pour n'importe quel stimulus. Il est facile de chercher des excuses, de dire que le travail l'exige, que tu n'as pas le temps, que la réalité est urgente. Mensonge. L'urgence réelle est autre. Protéger ton énergie comme si tout ce que tu feras aujourd'hui en dépendait. Parce que cela en dépend. La clarté ne se mendie pas, elle se défend. La journée se gagne ou se perd dans la première bataille et presque toujours, personne ne voit que tu l'as déjà perdue avant de te lever du lit. Si tu te respectes, si tu te prends au sérieux, commence par exiger un standard plus élevé dès la première minute. Ce que tu tolères au réveil se multiplie le reste de la journée. Ne deviens pas ton pire ennemi.
La vie ne t'offre pas de matin, elle te les fait tous payer. 2. Choisis tes pensées, pas tes réactions. Tu traverses une rue et quelqu'un te pousse accidentellement en regardant son téléphone. L'inertie te fait froncer les sourcils. Tu sens la tension dans les épaules. La mâchoire se serre, une phrase acide remonte à la langue. Tout cela se produit avant que tu puisses penser à autre chose. C'est automatique. Le corps réagit, l'émotion réagit, l'esprit suit le courant. Cette scène, si quotidienne et triviale, est en réalité le piège dans lequel la plupart des gens se retrouvent piégés. Car chaque petit frottement, chaque message qui n'arrive pas quand tu l'attends, chaque geste indifférent que tu reçois au travail ou à la maison, devient une étincelle qui déclenche des réponses mécaniques. Et tu accumules du poids, irritation, déception, frustration, tout cela parce que tu as confondu réaction et pensée propre. La première erreur est de croire que ce que tu ressens est la même chose que ce que tu penses. Mais ce n'est pas le cas. Les réactions émotionnelles sont des réflexes conditionnés, de vieux programmes qui tournent en arrière-plan, installés par des expériences passées, par des attentes non révisées, par l'habitude de laisser l'environnement écrire ton scénario interne. Le stoïcisme te le dit sans détour. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es ce que tu choisis de maintenir dans ton esprit après l'impulsion. Il y a un écart, petit mais décisif, entre la réaction et la pensée. Et cet écart est tout ton pouvoir. Si tu le laisses passer, tu vis à la merci de ce qui t'arrive. Si tu l'utilises, tu deviens maître de toi-même. Au début, il est difficile de le voir. La journée est pleine de micro-agressions, d'imprévus, de promesses non tenues, de commentaires qui touchent ton orgueil. Sans t'en rendre compte, tu deviens un récepteur passif de stimuli et tu laisses chaque réaction automatique orienter tes prochains mots, tes prochaines actions. C'est comme un effet domino. Une réaction non filtrée le matin peut tordre la logique du reste de la journée. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas remettre le gouvernail à ce qui surgit en premier. La clarté commence lorsque tu apprends à distinguer. Cela n'est qu'une réaction, pas une vérité. Tu choisis quelle pensée cultiver, quelle histoire raconter dans ta tête, quelle signification attribuer à ce qui se passe. Cela exige un effort délibéré, la discipline d'observer l'impulsion et de la laisser passer avant de décider quelle sera ta véritable réponse. Si tu veux de l'autodiscipline, tu dois la pratiquer avec les petites choses. Chaque fois que tu choisis une pensée plutôt qu'une réaction, tu entraînes le muscle de l'esprit. Tu cesses d'être otage des états d'âme et tu commences à construire ton propre jugement. Ainsi, tu évites la dette émotionnelle qui vient de te laisser emporter par l'immédiat. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions, mais à ne pas en être esclaves. La liberté commence dans cette pause minimale, dans ce filtre que tu appliques avant de laisser le monde dicter ton état interne. Tu choisis ta pensée, pas ta réaction. C'est la différence entre survivre à la journée et la diriger. L'esprit se renforce dans les petites décisions. Ne réponds pas automatiquement, réponds consciemment. Celui qui contrôle ce qu'il pense, contrôle son destin. 3. Défends ta paix mentale chaque matin. Ta paix mentale est un bien limité. Si tu ne la protèges pas, quelqu'un l'occupe. La journée commence, et dès les premières minutes, tu fais face à une série de demandes invisibles qui cherchent à s'immiscer dans ton attention. Stimuli, attentes externes, souvenirs non résolus, micro-tensions qui s'infiltrent sans demander la permission. Si tu analyses avec honnêteté, la plupart de tes pertes de clarté ne viennent pas de grandes tragédies, mais de petites concessions quotidiennes, cette conversation inutile, cet avis que tu n'as pas demandé et qui pourtant t'affecte, cette préoccupation qui n'est même pas la tienne, mais que tu décides de porter. L'esprit se fragmente non seulement par ce qui se passe, mais par tout ce que tu permets de se passer en toi. La grande erreur est de penser que la paix mentale est un luxe, quelque chose que tu peux négocier selon le contexte ou remettre à plus tard après le chaos. C'est une ressource stratégique, la base sur laquelle repose tout ton jugement et ta capacité de réponse. Lorsque tu cèdes ce terrain, chaque décision devient susceptible au bruit, chaque émotion se déforme, chaque objectif se dilue.
Cela fonctionne comme un système de priorités internes. Si tu ne mets pas la paix mentale au sommet, tout le reste la déplace. Et ce qui déplace ta paix finit par gouverner ta journée. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas le coup jusqu'à ce que l'épuisement soit évident. Tu passes des heures à résoudre des problèmes d'autrui, à absorber des tensions qui ne te concernent pas. Et à la fin, tu te demandes pourquoi tu ressens cette fatigue sourde, cette irritation sans cause claire. Ce n'est pas un mystère. Tu as permis à d'autres de décider du ton et du contenu de ton monde intérieur. La défense de la paix mentale commence bien avant que les grands conflits n'apparaissent. Elle réside dans la somme de petites décisions. À quoi tu prêtes attention, ce que tu laisses passer, quelle conversation tu interromps à temps, quel sujet tu décides de ne pas aborder pour ta santé mentale. Celui qui ne filtre pas vit saturé. Celui qui ne protège pas son espace psychologique finit par agir par réflexe et non par conviction. L'approche stoïque est radicalement pratique. Ne concède pas d'espace mental à ce qui ne construit pas. Ne te laisse pas intoxiquer par les drames des autres. Ne permets pas que l'opinion des autres s'incruste dans ta perception de soi. Il ne s'agit pas d'éviter la réalité, mais de choisir consciemment ce qui mérite une place dans ton esprit en commençant la journée. La clarté se négocie chaque jour, et la négociation se fait avec tes propres habitudes. Si chaque matin tu permets à des facteurs externes de pénétrer ton centre, tu perds du pouvoir avant même de sortir de chez toi. La discipline n'est pas répression, c'est auto-l'idée. Demande-toi, est-ce que cela ajoute ou enlève? Ce qui enlève se rejette. L'esprit n'est pas une décharge d'éléments extérieurs, c'est un espace de construction consciente. Défends cette frontière comme si ton bien-être en dépendait, car il en dépend. Personne ne respectera ta paix mentale si tu ne la défends pas avec rigueur. La véritable force se mesure à la fermeté de tes limites. Garde la porte fermée à ce qui ne nourrit pas. La sérénité est une décision quotidienne, pas un accident. 4. Faites de l'attention une priorité quotidienne. Parfois, l'esprit ressemble à une salle de contrôle ancienne, où des dizaines de leviers et de boutons se disputent votre main. Chaque stimulus externe, chaque souvenir, chaque tâche en attente essaie de s'allumer tout seul, cherchant à attirer votre attention avant tout le reste. Le véritable danger n'est pas le chaos, mais le désordre invisible, la tendance à répartir votre énergie en 1000 fragments, sautant d'une préoccupation à l'autre, comme si vous pouviez être partout sans vous perdre dans aucune. Mais la vérité est autre. Chaque distraction est une fuite de ressources internes, et l'attention que vous dispersez ne revient pas intacte. L'illusion que vous pouvez vous occuper de tout en même temps est un piège sophistiqué que l'esprit vous tend. Une justification confortable pour éviter ce qui est difficile, choisir et renoncer. L'attention n'est pas simplement une question de productivité, c'est une affirmation quotidienne de qui vous êtes et vers où vous allez. Il y a des jours où l'esprit vous pousse à sauter d'une pensée à l'autre comme si cela était un signe d'intelligence ou de capacité. Mais ce qui se cache vraiment derrière cette dispersion, c'est la peur de faire face à l'essentiel. Il est plus facile d'occuper le cerveau avec des stimuli mineurs que de s'asseoir devant la tâche difficile, la conversation inconfortable, l'engagement profond. Prioriser l'attention est, au fond, un acte de bravoure psychologique. Admettre que vous ne pouvez pas tout gérer et que, si vous essayez, vous finissez vide, vous sentant insuffisant sans savoir pourquoi. Choisir sur quoi se concentrer, c'est aussi choisir qui décevoir, quoi laisser sans faire, quoi ignorer consciemment. Ce renoncement fait mal, mais c'est le prix de toute clarté. Bien souvent, le conflit interne n'est pas un manque de temps, mais un manque de direction. Vous accumulez des tâches, des engagements, des pensées, et vous confondez activité avec sens. Vous remplissez vos heures de mouvement, mais vous vous éloignez de vous-même parce que vous ne vous arrêtez jamais pour filtrer ce qui compte vraiment. L'attention nécessite de la rudesse. Vous demandez sans fioriture ce qui mérite votre investissement mental aujourd'hui et ce qui n'est que du bruit déguisé en urgence.
C'est ici que le stoïcisme devient un outil chirurgical. Il ne suffit pas de vouloir vous concentrer, vous devez identifier les mécanismes internes qui vous poussent à la dispersion, le besoin de validation, la peur de manquer quelque chose, l'habitude de fuir l'inconfort. Ce n'est que lorsque vous reconnaissez ces motivations cachées que vous pouvez commencer à les désactiver. L'esprit flou devient son propre fardeau. Peu importe votre talent, si vous vous laissez emporter par chaque impulsion, vous finissez par diluer votre force jusqu'à la rendre irrélevante. L'essentiel est toujours caché derrière les distractions séduisantes. La question n'est pas « que puis-je faire de plus ?», mais « quelle est la seule chose qui compte vraiment aujourd'hui ?» C'est là que réside la différence entre avancer et simplement bouger. Faites de l'attention votre priorité quotidienne et tout le reste se réorganisera de lui-même. La dispersion est une dette qui se paie cher. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus clair. L'attention est brutale. Elle vous oblige à choisir, à maintenir votre regard lorsque tout vous invite à regarder ailleurs. La clarté est le luxe des disciplinés. 5. Décide tes batailles avec sagesse. Personne n'a assez d'énergie pour mener toutes les guerres que la vie te présente. Et si tu essaies, tu ne fais que devenir le pantin de tes propres réactions. C'est la dure réalité. Chaque jour, tu es exposé à des dizaines de provocations, petites et grandes. Et si tu n'apprends pas à distinguer celles qui méritent ta réponse de celles qui cherchent seulement à t'entraîner dans l'épuisement, tu vas te vider émotionnellement avant le déjeuner. L'autotromperie la plus basique est de croire que chaque conflit est urgent, que chaque offense exige une réplique, que tout désaccord nécessite ton intervention. Ce n'est pas du courage, c'est un manque de filtre. Celui qui discute pour tout n'a finalement pas la force pour ce qui compte vraiment. Il y a un prix caché à cette habitude de sauter devant chaque menace. La dispersion te transforme en une version caricaturale de toi-même, réactif, épuisé, sans direction. Tu t'épuises à défendre ton ego dans des discussions sans sens. Tu t'obsèdes à gagner des points dans des batailles mineures et tu perds de vue le véritable front où se joue ta croissance. La sagesse ne se mesure pas par le nombre de luttes gagnées, mais par la capacité d'ignorer celles qui n'alimentent que ta faiblesse. La plupart des affrontements quotidiens ne sont rien d'autre que des pièges pour ton énergie, des messages qui cherchent à te provoquer, des commentaires qui n'existent que pour te voler ta stabilité, des situations insignifiantes que ton esprit transforme en drame. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un lâche, ni de devenir indifférent. Il exige que tu sois sélectif. Tout ne mérite pas ta réponse, et encore moins ta paix. Il y a des gens qui ne savent vivre que du conflit, et si tu entres dans leur jeu, ils t'entraînent dans leur misère. La maturité se remarque dans la qualité de tes renoncements. Laisser passer la petite attaque, se taire devant la provocation mesquine, ne pas gaspiller d'énergie à expliquer l'évident à ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est ça la vraie force. Choisir tes batailles comme celui qui veille sur ses dernières ressources, car chaque jour, tu n'as qu'une quantité limitée de concentration et de patience. Dépense cela pour ce qui fait vraiment avancer ta vie. Il est tentant d'entrer dans chaque discussion, de répondre à chaque critique, de clarifier chaque malentendu. Mais cette compulsivité est un signe d'insécurité, pas de caractère. La plupart cherchent simplement à se valider à travers le conflit, comme si chaque confrontation résolvait quelque chose d'essentiel. Mensonge. Ce que tu obtiens, c'est de porter un poids mental supplémentaire, accumulant des ressentiments et des frustrations qui ne te concernent pas. L'entraînement quotidien est un autre. Apprendre à lâcher rapidement ce qui n'apporte rien, à laisser les autres avoir le dernier mot si cela signifie protéger ton équilibre. La véritable discipline est de choisir où mettre ton énergie et où la retirer sans culpabilité. Tu ne dois ta réaction à personne. Défends ta paix comme si c'était une ressource non renouvelable. Tout ne mérite pas une réponse. Dans l'économie de ton esprit, chaque bataille improductive est une fuite qui appauvrit ta journée. Arrête de donner ta force dans des luttes qui ne changent rien. Décide avec froideur où investir ton courage et où simplement ne pas apparaître.
C'est ça la différence entre vivre épuisé et avancer avec clarté. 6. Construis une discipline sans chercher de reconnaissance. Je reconnais quelque chose d'inconfortable. Parfois, alors que je répète cette routine auto-imposée de me lever tôt, d'étirer mon corps, de préparer mon café et de m'asseoir pour lire même si personne ne me voit, je ressens une sorte de vide, un élan subtil, presque imperceptible, d'attendre que quelqu'un le remarque, qu'un message d'approbation arrive ou qu'un regard complice valide l'effort que je mets dans de petites choses qui ne seront jamais des nouvelles. Je m'observe de l'extérieur, ajustant ma posture, vérifiant ma tasse, repassant mentalement la discipline du matin comme si, par un miracle quelconque, un public invisible me récompensait pour ma constance. Mais la réalité est autre. Il n'y a ni applaudissements, ni témoins. Le silence est la seule compagnie, et parfois, il pèse. Je me rends compte que presque tout ce qui transforme réellement le caractère se passe dans ces moments anodins, loin de toute reconnaissance. Les gestes minuscules que tu répètes seul, les habitudes que personne ne t'impose, les renoncements que toi seul vérifies, sont ceux qui finissent par façonner le fer intérieur. Il est inconfortable de l'admettre, mais une partie de moi aimerait que le monde valorise la discipline invisible, que la constance est une photo et une médaille. Cependant, la véritable discipline ne se construit pas pour être regardée. Elle se forge dans l'anonymat, dans la répétition inflexible, dans la modestie du quotidien. J'observe mon environnement et le piège est évident. Nous vivons entourés d'incitations à montrer l'effort, à le documenter, à afficher chaque succès éphémère dans la vitrine numérique et à attendre une réaction. La gratification externe est addictive, car elle simule un avancement. Mais en réalité, souvent, elle sabote le processus. L'entraînement quotidien de l'autodiscipline n'a ni témoin ni like. C'est cette décision de fermer le navigateur quand la tâche n'est pas encore terminée, de sortir, marcher même si le corps proteste, d'écrire une page de plus quand la fatigue te demande d'abandonner. Ce sont des détails visibles seulement pour toi. Des gestes qui n'accumulent pas de mérite social, mais qui s'additionnent dans le bilan intérieur. Parfois, la seule reconnaissance est la fatigue honnête d'avoir fait ce qui était juste quand personne ne l'exigeait. La discipline qui compte est celle qui résiste à l'indifférence du monde. Il y a des matins où la tentation de chercher une validation est forte. Tu ressens l'élan de raconter à quelqu'un ce que tu as accompli, de chercher une tape dans le dos, d'attendre un commentaire qui te donne de l'énergie pour l'effort suivant. Mais si tu cèdes à cet élan, tu fais dépendre ton propre processus du reflet des autres. Et là, tu perds du pouvoir. La transformation la plus profonde se produit lorsque tu es capable de suivre ta routine, même si personne ne la célèbre, lorsque tu construis des habitudes solides, sans témoin, lorsque ta motivation ne dépend plus de l'approbation externe. C'est sur ce terrain, brut et parfois solitaire, que le caractère se consolide. La véritable discipline se mesure à ce que tu fais quand personne ne regarde. La journée se termine et personne ne sait combien de fois tu as dû recommencer, combien de luttes intérieures tu as gagnées en silence, combien de fois tu as choisi le chemin difficile sans témoin. Mais toi, tu le sais. C'est le compte qui importe. Ne cherche pas de reconnaissance, cherche la cohérence. Le respect de soi se construit dans l'obscurité. C'est là que tu deviens inébranlable. 7. Lâche rapidement ce qui ne compte pas. Tu vas le matin au travail ou en cours et en chemin commencent à surgir de petites contrariétés. Un courriel inutile, une notification de groupe qui ne t'apporte rien, un commentaire trivial qui s'infiltre dans ton esprit et reste plus longtemps que nécessaire. Ce sont des détails minimes, mais si tu fais attention, tu remarqueras comment ils s'accumulent presque sans que tu t'en rendes compte. L'esprit, par défaut, a tendance à retenir tout. Des offenses légères, des phrases ambiguës, des micro-déceptions, des tâches qui ne sont pas urgentes mais occupent de l'espace. Le résultat est prévisible. Tu charges de plus en plus de poids invisibles et tu l'emportes avec toi tout au long de la journée. La première erreur stratégique est de ne pas discriminer ce que tu gardes. L'esprit n'a pas d'espace infini ni d'énergie illimitée.
Il fonctionne comme un système d'exploitation qui, si tu ne le nettoies pas régulièrement, commence à fonctionner lentement, saturé, sans réelle capacité de réponse. Lâcher rapidement ce qui ne compte pas n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle de base. Chaque pensée inutile que tu conserves est un fragment d'attention que tu perds. Chaque offense mineure que tu revivres est une énergie vitale qui se détourne de l'essentiel. Le coup ne se fait pas sentir immédiatement, mais il s'accumule sous forme de fatigue mentale, d'irritabilité, de difficulté à décider. Si tu observes avec honnêteté, tu découvriras qu'une partie considérable de tes tensions quotidiennes ne provient pas de grands problèmes, mais de l'accumulation de trivialités auxquelles tu donnes plus de vie qu'elles ne le méritent. Le cerveau cherche à fermer des cycles, à tout comprendre, à obtenir une clarté absolue. Mais la réalité est que la plupart des choses qui te perturbent le matin ne nécessitent ni analyse ni solution. Elles doivent simplement être écartées, archivées dans la corbeille mentale. C'est ici que l'entraînement stoïque devient pratique et exigeant. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'affecte, mais d'intervenir activement dans le processus, identifier ce qui n'apporte rien et le lâcher avant qu'il ne s'incruste. Lâcher rapidement est une compétence qui s'entraîne, pas un don. Plus tu pratiques, moins tu traînes. La clarté n'est pas une question de chance, c'est une gestion consciente de ton monde intérieur. Le mécanisme est simple, mais nécessite de la discipline. Chaque fois que tu remarques qu'une contrariété mineure, un rappel inutile ou une critique infondée essaie de s'installer dans ta tête, fais l'effort délibéré de le laisser partir. Ne le rumine pas, ne le multiplie pas, ne le transforme pas en centre de ton attention. L'esprit est un espace limité. Ce que tu occupes avec des déchets, tu le perds pour ce qui est précieux. Voici l'une de ces phrases que tu dois graver. Ce qui ne compte pas, diminue. Et ce qui diminue, te freine. La journée se définit par la vitesse à laquelle tu lâches le superflu. Personne ne va t'applaudir pour laisser passer une provocation ou pour ignorer une distraction. Mais c'est là le véritable travail intérieur. Lâcher rapidement, c'est te prioriser, c'est choisir où investir ton énergie. Ne deviens pas l'accumulateur de tes propres frustrations. Fais un nettoyage intérieur chaque matin. Sélectionne, écarte, passe à autre chose. Le progrès se mesure par ce que tu es capable de laisser derrière sans regarder en arrière. 8. Soyez le maître absolu de votre attention. Votre attention est votre ressource la plus précieuse et la plus facile à perdre. Personne ne vous l'arrache de force, vous l'offrez vous-même chaque fois que vous laissez le trivial s'immiscer dans votre esprit sans résistance. Je me suis surpris à tomber dans ce piège. Il suffit d'un stimulus mineur, d'une phrase au hasard, d'un petit inconfort pour que mon attention se détourne, se fragmente, se dilue dans des affaires que je n'ai même pas choisies. Il est inconfortable de le reconnaître, mais la plupart des distractions qui me fragilisent ne sont pas la faute de l'environnement, mais de mon manque de rigueur à garder la porte de ma conscience. Le véritable problème n'est pas la quantité d'informations là-dehors, mais l'absence de filtres internes. L'habitude de laisser n'importe quoi occuper ma tête est une forme lente d'usure, une micro-trahison quotidienne à mon propre but. Être le maître absolu de l'attention ne consiste pas en des efforts héroïques, mais en une vigilance inconfortable sur les plus petites habitudes mentales. Chaque fois que je permets à une pensée non pertinente de s'installer sans la remettre en question, j'ouvre une fissure par laquelle s'échappe l'énergie que je devrais investir dans ce qui est important. Le mécanisme est subtil. Il ne semble pas grave de laisser une conversation étrangère, une nouvelle insignifiante ou une comparaison inutile tourner en rond, mais la somme de ces petites concessions est ce qui finit par me voler ma clarté. Il y a une inertie presque addictive à prêter attention à ce qui n'importe pas. Le cerveau recherche un divertissement facile, une validation rapide, une évasion de l'inconfort. Mais chaque fois que je cède, je perds en précision. L'attention que je donne ne se récupère pas. Ce qui n'est pas choisi finit par construire la narration de ma journée. J'ai remarqué que lorsque je ne suis pas implacable avec ce que je laisse entrer dans mon esprit, mon jugement s'affaiblit.
Ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est une fracture dans la capacité de choisir qui je veux être. Si chaque stimulus peut entrer, alors n'importe qui peut diriger le cours de mon état intérieur. La vie moderne est conçue pour disperser votre attention et la vendre au plus offrant. Si vous ne la protégez pas, vous vous transformez en consommateur passif de messages, d'émotions et de préoccupations d'autrui. Vous cessez de construire et commencez à errer mentalement, sans direction. Être le maître de votre attention est une discipline sans applaudissements. Personne ne vous félicitera pour avoir ignoré le superflu, pour avoir dit non à la distraction, pour avoir choisi sur quoi vous concentrer quand il serait confortable de se laisser entraîner. Mais là se trouve la véritable différence entre vivre par réaction et vivre par intention. La concentration n'est pas un don, c'est le résultat de 1000 petites décisions inconfortables. Décidez à chaque instant ce qui mérite de l'espace dans votre esprit et ce qui ne le mérite pas. C'est la véritable liberté. Dirigez votre attention comme une ressource rare, non comme un butin gratuit pour l'environnement. Le niveau de vie que vous avez aujourd'hui est le reflet de la qualité de votre attention. Ce que vous choisissez de regarder, de lire, de penser et de ressentir chaque matin finit par façonner qui vous êtes. Il ne s'agit pas de gagner plus de temps, mais de ne pas donner celui que vous avez. L'attention est pouvoir, et le pouvoir ne se négocie pas. 9. Utilise la douleur comme un moteur, pas comme une encre. Un clou rouillé enfoncé dans la semelle, c'est la douleur quand tu la traînes sans la traiter. Peu importe combien tu continues à marcher, chaque pas l'enfonce un peu plus, transformant chaque mouvement en une torture privée que tu fais semblant d'ignorer. Mais ne te laisse pas tromper. Cette douleur ne se dissipe pas, ne s'évapore pas, ne devient pas moins réelle parce que tu choisis de détourner le regard. Tout ce que tu fais, c'est laisser l'infection s'installer, laisser des racines se former, devenir l'otage de ta propre paresse émotionnelle. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses sophistiquées. La douleur, si tu la laisses libre, se transforme en encre. Tu l'utilises pour justifier chaque faiblesse, chaque procrastination, chaque échec que tu acceptes comme un destin. Tu te répètes le même discours. Je ne peux pas avancer parce qu'on m'a blessé. Je n'ai pas d'énergie parce qu'on m'a fait du mal. Ce n'est pas de ma faute. Le passé pèse trop lourd. Mensonge confortable. La douleur est inévitable, oui, mais ce que tu en fais est ta responsabilité exclusive. Personne d'autre ne va porter ce fardeau avec toi, ni te sauver de l'auto-illusion de te victimiser. Tu as deux options. Tu en fais une excuse ou tu en fais un moteur. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Il ne te demande pas de nier la douleur, ni de l'orner de discours positifs. Il exige que tu l'utilises. Quand l'inconfort se présente, cette vieille blessure, cette erreur récente, cette déception qui ne s'en va pas, tu dois te demander à quoi cela sert, pas pourquoi cela t'est arrivé. La douleur est une matière première. Ce que tu en fais définit l'architecture de ton caractère. Tu peux laisser cela te couler, ou tu peux profiter de la pression pour forger de la discipline. Chaque fois que tu permets à la souffrance de te stopper, tu renforces le cercle vicieux de l'auto-sabotage. C'est simple. Si chaque fois que tu ressens de la douleur, tu t'arrêtes pour lécher tes blessures, tu multiplies seulement la capacité destructrice de cette gêne. La douleur se nourrit de ta passivité. Elle s'étend dans la paresse de ne pas l'affronter. Elle devient l'argument parfait pour te rendre. Ne crois pas que tu es spécial parce que tu as souffert. Tout le monde porte des cicatrices. Tout le monde a été traversé par des pertes, des trahisons, des échecs. La différence ne réside pas dans la douleur, mais dans la réponse. Si tu transformes cette énergie en action, si tu es capable de canaliser la colère, la tristesse, la culpabilité ou l'impuissance en entraînement, travail, discipline, alors la douleur cesse d'être une encre et devient un moteur. Il n'y a rien de plus pathétique que de faire d'une blessure le centre de ton identité. La douleur n'a de valeur que si tu l'as recyclée en quelque chose d'utile. Sinon, c'est une accumulation de déchets mentaux, un poids mort qui te définit simplement parce que tu refuses de le lâcher ou de le mettre à travailler en ta faveur.
La prochaine fois que la douleur pointera le bout de son nez le matin, cesse de l'utiliser comme excuse pour rester immobile. Utilise-la comme un rappel que tu as du travail à faire. L'inconfort est le meilleur entraîneur. Il ne te permet pas de t'endormir. Il t'oblige à te regarder en face et à décider si tu vas continuer à justifier ta paralysie ou si tu vas bouger, même si cela fait mal. La douleur n'est pas un héritage, c'est un outil. Utilise-le. Personne ne respecte celui qui se noie dans l'autocompassion. Respecte-toi en transformant chaque cicatrice en muscle. La douleur n'a que deux chemins. Elle te coule ou elle te propulse. Décide vite. 10. Traite ton temps comme une ressource sacrée. La vérité est celle-ci. La plupart des gens gaspillent leur temps parce qu'ils ne supportent pas de faire face à sa finitude. Ils se lèvent, regardent l'écran, se laissent attraper par l'agenda des autres et laissent le jour s'échapper entre des tâches mineures, des interruptions déguisées en urgence et des conversations qui n'ont aucune valeur réelle. Le temps s'en va dans des gestes automatiques. Faire glisser le doigt sur le téléphone, ouvrir des onglets qui ne mènent à rien, écouter des histoires d'autrui qui ne construisent même pas 1 millimètre de ta vie. Tu regardes l'horloge et il est déjà midi. Tu ressens une fatigue sourde, la tête pleine de fragments dispersés, la sensation que la journée avance sans toi. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe de ne pas traiter ton temps comme ce qu'il est. Une ressource qui, une fois utilisée, ne revient pas. Observe comment tu te comportes dans les premières heures. Tu t'arrêtes sans réfléchir devant le réfrigérateur. Ouvre des messages qui peuvent attendre. Réponds à des stimuli minimes, juste pour ne pas ressentir le poids de la décision. L'esprit cherche un soulagement immédiat. Esquive l'effort de choisir avec intention. Chaque interruption a un prix, même si tu ne le vois pas. Le calendrier se remplit d'engagements vides. L'agenda devient une collection de tâches imposées par des attentes externes. Et quand enfin tu as un moment de silence, tu le remplis de bruits inutiles. La journée devient une succession de petites fuites. Et à la fin, il ne reste que la question de pourquoi rien d'important n'a avancé. Parce que tu as offert ta ressource la plus précieuse à ce qui est trivial. La discipline stoïque commence justement ici. En traitant chaque minute comme si c'était une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une seule fois. Il ne s'agit pas de devenir un fanatique du contrôle, mais d'élever le standard de ce que tu permets d'occuper ton agenda et ton esprit. Si tu te vois céder des heures à ce qui ne construit pas, à ce qui ne te renforce pas, tu dois freiner et te demander « Cela mérite-t-il le temps que je ne récupérerai jamais ?» Tu n'as un sens de l'urgence que lorsque tu comprends que chaque minute que tu perds est une fracture dans ta vie qui ne se répare pas. Le temps ne se conserve pas, il ne s'investit que où se perd. Et la différence est brutale. Regarde les gestes, la façon dont tu remets à plus tard ce qui est nécessaire, la manière dont tu te précipites à résoudre ce qui ne te concerne pas avant de t'occuper de tes propres affaires, la facilité avec laquelle tu te trouves des excuses en disant « je n'ai pas le temps », tout en consacrant des heures à ce qui ne compte pas. Le corps le ressent, tension dans la nuque, fatigue dans le regard. Cette anxiété qui grandit lorsque la journée se termine et que tu sais que tu n'as pas été maître de ta journée. Traiter le temps comme sacré n'est pas une belle phrase. C'est l'acte inconfortable et radical de défendre chaque heure comme s'il s'agissait d'une ressource irremplaçable. Respecte ton agenda comme tu respecterais une promesse faite sous serment. Ce que tu permets d'occuper ta journée finit par occuper ta vie. Celui qui ne valorise pas son temps finit par être utilisé par l'agenda des autres. Le temps est la richesse que personne ne te rend. Investis, ne dépense pas. Personne ne te le dit en face, mais la plupart vivent comme si l'abondance était un prix qu'on arrache à la vie à coups d'anxiété et d'efforts incessants. Des nuits entières sont gaspillées à ressasser des préoccupations, croyant que la prospérité dépend d'un contrôle absolu. La vérité est que cette obsession d'obtenir plus ne fait que multiplier la fatigue et le sentiment de vide. La véritable abondance, celle qui ne se brise pas face au changement, naît d'un état d'esprit de calme et de détachement.
Il y a une brutalité honnête à accepter que, peu importe combien tu t'efforces, tu ne pourras jamais contrôler le cours complet de la vie. Les stoïciens le savaient. L'univers ne se plie pas à l'anxiété, ni ne répond aux supplications désespérées, mais à un esprit discipliné, reconnaissant et serein. La peur de tout perdre est le filtre qui déforme ta perception et alourdit le coût psychologique de chaque réussite. La sérénité, en revanche, est la base solide sur laquelle se construit toute forme de prospérité réelle. Arrête de demander la permission à la vie pour te sentir prospère. L'abondance commence lorsque tu te reconnais suffisant, lorsque tu te détaches du résultat et fais confiance à l'ordre naturel des choses. Dormir tranquille, sans dette intérieure ni attente insatiable, est la plus grande richesse. La cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais est la clé. Si tu cherches l'abondance, prépare-toi à lâcher prise sur le contrôle, à pratiquer la gratitude et à permettre à la vie d'agir à son rythme. Ici, il n'y a pas de raccourci, seulement de la discipline, de l'acceptation et le courage de laisser l'univers faire son travail. 1. Reconnaissez votre abondance intérieure. Personne ne va vous offrir la paix intérieure. Personne ne va vous servir l'abondance sur un plateau tant que vous continuez à mesurer votre valeur avec ce que vous avez ou ce qui vous manque. C'est aussi simple que cela. Tant que vous regardez vers l'extérieur en cherchant à combler des vides, le monde vous renverra la même sensation de manque, encore et encore, comme si vous vous endettiez avec votre propre tranquillité. Observez vos propres gestes à la fin de la journée, la mâchoire serrée, les épaules tendues, les mains agitées, cherchant des distractions sur l'écran du téléphone. C'est le langage corporel de quelqu'un qui a oublié sa richesse intérieure, le corps trahissant l'idée que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, le solde émotionnel est négatif. Respirez. Sentez le poids de vos attentes accumulées, comme des pierres dans vos poches, et réalisez qu'aucun objectif externe ne va vous enlever ce fardeau si vous ne reconnaissez pas d'abord ce que vous êtes déjà. L'erreur la plus courante est de penser que l'abondance est une récompense qui arrive à la fin d'une série interminable de sacrifices, de luttes et de renoncements. Mais la réalité est différente. La prospérité authentique commence lorsque vous cessez de la poursuivre comme si c'était une proie insaisissable. Marc Aurèle écrivait le soir, en silence, en passant en revue ce que la journée lui avait donné. Il ne comptait pas les pièces, ne calculait pas les faveurs reçues ou perdues. Il examinait son humeur, sa sérénité, la clarté de ses décisions. C'est cela, la richesse, la capacité de fermer les yeux et, même en ressentant la fatigue physique, de sentir comment les pensées cessent de se battre entre elles, comment la poitrine se dilate sans pression, comment le cœur bat sans hâte. Chaque nuit offre l'opportunité de reconnaître, avec une brutalité honnête, tout ce qui est déjà en vous. La force de choisir comment vous réagissez, la tempérance pour ne pas laisser la peur dicter vos actions, la gratitude pour regarder le quotidien et le voir comme un privilège, non comme une dette. Sénèque disait que la pauvreté n'est pas dans la diminution des possessions, mais dans l'augmentation de la cupidité. Il est facile de se laisser emporter par la sensation d'insuffisance, par ce mécanisme mental qui trouve toujours une excuse pour sentir qu'il manque quelque chose, que quelque chose n'est pas suffisant. Mais cette machinerie interne peut être démontée. Vous pouvez remarquer comment, en lâchant la comparaison, en cessant de regarder les autres comme mesure de votre valeur, le poids sur votre poitrine s'allège. Observez comment le monde ne change pas, mais votre perception si. Le café du matin retrouve son goût, l'air frais de la nuit se sent plus réel, la conversation brève avec quelqu'un de proche cesse d'être une formalité et devient un témoignage de votre présence. La clé est d'entraîner l'esprit à voir ce qui existe déjà, au lieu de s'obséder avec ce qui pourrait être perdu ou gagné. L'abondance ne crie pas, elle n'exige pas d'être reconnue. C'est un murmure serein au milieu du bruit des préoccupations. Si vous vous arrêtez pour écouter, vous sentirez que votre vie est déjà pleine, non pas parce que vous possédez, mais par la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites.
C'est votre véritable compte bancaire, l'intégrité, le calme, la gratitude. Vous n'avez pas besoin de demander à l'univers de vous donner plus. Vous devez ouvrir les yeux et réaliser que beaucoup de ce que vous désiriez est déjà ici, silencieux, attendant d'être remarqué. La sérénité est la plus grande richesse. C'est la ligne qui distingue ceux qui vivent en paix de ceux qui poursuivent des fantômes. Ce soir, avant de dormir, observez tout ce qui ne peut pas être acheté, ce qui reste ici même si le monde tourne et que les circonstances changent. Ne vous contentez pas de survivre. Reconnaissez votre abondance intérieure et commencez à vivre à partir de là. 2. Laisse le calme guider tes actes. Il y a ceux qui avancent dans la vie comme s'ils étaient des coureurs sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Ils transpirent, dépensent de l'énergie, s'épuisent, mais n'avancent pas d'un millimètre. À quoi bon courir si ton esprit reste piégé dans le même cycle d'anxiété et d'urgence? Ne te laisse pas tromper. La précipitation n'est pas une force, c'est du bruit. On t'a vendu le mensonge selon lequel bouger sans relâche te rapproche de la prospérité. Mais ce que tu cultives ainsi, c'est l'épuisement. Cette agitation intérieure, ce besoin de tout contrôler, ne nourrit qu'une version de toi qui ne se repose jamais et ne se sent jamais suffisante. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Un esprit agité est incapable de recevoir l'abondance. Il ne s'agit pas de devenir passif ni de se résigner, mais de comprendre que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Le calme permet de voir la carte complète quand d'autres ne voient que des obstacles. Celui qui agit avec sérénité n'est pas lent, il est précis. Celui qui ne se laisse pas dévorer par l'urgence ne perd pas d'énergie dans des batailles inutiles. Alors arrête d'utiliser le stress comme excuse pour justifier des décisions médiocres. Je te le répète, le calme est une discipline. Ce n'est pas un état qui tombe du ciel, ni une sensation réservée aux privilégiés. C'est le résultat d'un entraînement de ton esprit à ne pas réagir comme une machine défectueuse à chaque stimulus. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans cet élan de répondre rapidement, de tout résoudre tout de suite, de ne pas supporter une seconde d'incertitude? Ce n'est pas du courage, c'est de la peur déguisée en action. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, gouvernant un empire, comprenait que la réaction impulsive est le luxe des faibles. La sérénité, en revanche, exige du courage. Cela signifie supporter l'inconfort sans céder à la pression, résister à la tentation de contrôler ce qui ne t'appartient pas et, surtout, ne pas se laisser emporter par l'hystérie collective qui valorise tant la rapidité et le bruit. Tu n'es pas plus fort en portant 1000 tâches inutiles. Tu es fort quand tu choisis où mettre ton énergie, quand tu filtres le chaos et que tu te concentres sur l'essentiel. Beaucoup diront que le calme est pour quand tout est déjà résolu, mais c'est le piège. C'est l'inverse. C'est seulement avec calme que tu peux résoudre ce qui compte. Si tu laisses ton anxiété guider tes actes, tu deviens ton pire ennemi. Peu importe combien de fois tu répètes des mantras d'abondance ou combien de livres tu surlignes sur la prospérité, si ton intérieur est en guerre, le monde extérieur ne te renverra que plus de conflits. L'esprit agité déforme la réalité, exagère les menaces, invente des urgences et transforme les opportunités en risques. La sérénité, en revanche, est le filtre qui sépare le réel de la fantaisie. Tu n'as rien à prouver à personne. La seule lutte digne est contre l'ancien habit de réagir par la peur. Et voici la ligne que personne ne veut assumer. Seul celui qui maîtrise son calme maîtrise son destin. Ce n'est pas un slogan, c'est un avertissement. Si ta vie est marquée par des réactions automatiques et des décisions impulsives, n'attends pas que l'abondance te trouve. Tu seras trop occupé à éteindre des incendies imaginaires pour remarquer quand elle arrive. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Quand tu lâches la nécessité de contrôler le dénouement, quand tu cesses de forcer le rythme des choses, un espace intérieur s'ouvre où l'abondance peut entrer. Le logos, cet ordre universel que les stoïciens vénéraient, ne répond pas aux caprices ni aux caprices. Il répond à celui qui agit en harmonie avec le moment, à celui qui sait quand avancer et quand attendre.
Prends la responsabilité de ton état mental. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu investis dans ton propre bien-être. Chaque décision prise dans la sérénité est une porte ouverte à la véritable prospérité. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'urgence te brûler de l'intérieur, souviens-toi, le calme n'est pas de l'inaction, c'est une stratégie. L'abondance ne vient pas à l'esprit agité, elle s'en éloigne. Si tu cherches la prospérité, entraîne ton calme, car seul celui qui ose cesser de courir en cercle, qui ose attendre et observer, finit par trouver ce qui a toujours été là. 3. Détache-toi de la nécessité de contrôler. Contrôler n'est pas prospérer, c'est perdre du temps à se battre contre l'inévitable. Si tu analyses honnêtement les mécanismes de l'esprit, tu verras que le besoin de contrôler est une réaction automatique face à l'inconfort. Une défense enfantine pour apaiser l'incertitude, comme si serrer plus fort le poing pouvait retenir l'eau. L'esprit recherche des garanties, mais le monde ne les signe jamais. Chaque tentative de tout sécuriser ne fait que multiplier ton anxiété, car plus tu t'efforces de manipuler les résultats, plus tu prends conscience de ce qui dépend réellement de toi. Voici la première fracture. L'illusion que tu peux forcer le destin te maintient dans le même cycle de frustration, épuisant ton énergie dans des scénarios qui n'existent pas, hypothéquant la paix d'aujourd'hui pour un contrôle impossible demain. Le stoïcisme l'expose crûment. La différence entre ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas n'est pas une suggestion philosophique, c'est la différence entre la liberté et l'esclavage intérieur. Lorsque tu vis obsédé par les résultats, tu transformes chaque jour en une évaluation sans fin. Tes décisions cessent d'être des choix libres et deviennent des otages de la peur de perdre. L'esprit devient tribunal, jugeant chaque pas, chaque mot, chaque silence, comme si cela déterminait ta valeur. Mais la véritable conséquence est l'épuisement. Tu dépenses des ressources mentales à anticiper des menaces, à résister à l'incertain, à construire des arguments pour justifier ce que tu ne peux pas changer. Cette dépense n'est pas récupérable, c'est un investissement raté. Le paradoxe est que le contrôle obsessionnel n'améliore pas tes résultats, il les aggrave. La rigidité mentale réduit ta capacité d'adaptation, te rend moins créatif, moins flexible, moins capable de voir des opportunités là où tu ne voyais auparavant que des risques. Le contrôle est une prison construite avec tes propres attentes. Le détachement, en revanche, est une stratégie. C'est choisir consciemment où mettre ton attention et ton effort. Cela signifie accepter, sans résignation, qu'il y a des facteurs externes qui ne seront jamais sous ton contrôle, et que ta véritable tâche est de perfectionner ta réponse interne, pas le résultat. Lorsque tu te détaches de la nécessité de contrôler, tu récupères ton énergie et ta clarté. Tu cesses de te perdre dans le labyrinthe des variables impossibles et commences à agir sur ce qui dépend réellement de toi. Ton attitude, ta discipline, ta réaction. C'est cela le véritable pouvoir. Celui qui lâche le contrôle ne devient pas passif, il devient efficace. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. C'est la ligne qui sépare ceux qui s'épuisent à lutter contre des moulins à vent de ceux qui avancent, légers, s'adaptant à ce qui vient sans perdre la direction. Le stoïque n'est pas indifférent, il est sélectif, il n'ignore pas le monde, mais il ne permet pas au chaos externe de dicter le cours de ses émotions. Il pratique l'art de différencier entre les causes qu'il peut influencer et celles qu'il doit accepter. Chaque fois que tu choisis de ne pas forcer le dénouement et que tu te concentres sur la qualité de ton processus, tu affines le muscle du détachement. Et ce muscle est ce qui permet à l'abondance d'arriver sans effort forcé, car l'esprit cesse de bloquer le flux naturel de la vie avec ses désirs de contrôle. L'univers, ou le logos, comme l'appelèrent les anciens, répond à la cohérence, pas à la pression. Lorsque ton état interne est ouvert et réceptif, lorsque tu lâches le scénario rigide de comment cela devrait être, tu commences à remarquer que les choses pertinentes arrivent au bon moment et de la manière la moins attendue.
L'abondance est une conséquence de la confiance, pas de la manipulation. Alors, regarde-le en face. Chaque fois que tu essaies de tout contrôler absolument, tu ne fais que démontrer ta méfiance envers l'intelligence naturelle du processus, envers toi-même et envers la vie. C'est un schéma que tu peux briser. Choisis d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer, ta clarté, ta tempérance, ta capacité à agir avec intégrité, même si le résultat n'est pas garanti. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est la clé. Seul celui qui ose cesser de serrer le poing finit par découvrir qu'il n'avait besoin de rien retenir pour se sentir complet. 4. Fais confiance à l'ordre naturel de la vie. Je confesse que ce que j'ai le plus de mal à accepter, même après tout ce que j'ai lu et pratiqué, c'est cette sensation inconfortable de devoir lâcher prise et faire confiance. Il y a une partie de mon esprit qui résiste, qui soupçonne toujours que si je n'ai pas tout parfaitement calculé, quelque chose va mal tourner. C'est un mécanisme ancien, presque automatique. Face à l'incertitude, l'esprit veut construire des garanties, même si elles sont imaginaires. J'évalue des possibilités, j'anticipe des menaces, je conçois des plans de secours dans ma tête, comme si cela me donnait le pouvoir d'influencer le résultat. Mais au fond, je sais que c'est un piège. L'anxiété ne prévient rien, elle épuise seulement. Je réalise que tant que je m'accroche à la nécessité de savoir comment les choses vont se terminer, la seule chose que j'obtiens est de vivre dans un état de vigilance constante, épuisant la peu d'énergie que je devrais utiliser pour ce que je peux réellement contrôler. Ma réponse intérieure. Le problème, c'est que, peu importe combien j'essaie de me convaincre que j'ai le gouvernail, la vie trouve toujours un moyen de me rappeler son autonomie. Aucune quantité de calcul ou de planification ne peut empêcher le monde de bouger à son propre rythme. L'ordre naturel a ses propres règles, et ce qui semble un contretemps s'avère souvent n'être qu'une étape nécessaire d'un processus plus vaste, qui échappe à ma compréhension momentanée. Voilà le conflit. L'esprit veut de l'immédiateté, des résultats rapides, des explications closes. Mais la réalité est patiente, implacable, et ne s'adapte pas aux caprices de ma peur. La véritable maturité exige de reconnaître la limite de mon influence. Accepter que, bien que mes actions comptent, le dénouement sera toujours une combinaison de ce que je fais et de ce que je ne peux pas prévoir. Cette acceptation, au lieu de me fragiliser, est ce qui me libère. C'est la ligne qui sépare l'obsession de l'équilibre. Le stoïcisme ne demande pas de résignation, mais une confiance active. Il ne s'agit pas de croiser les bras en attendant que tout se règle tout seul, mais d'aligner l'effort avec la réalité, sans forcer ni saboter le processus. Faire confiance à l'ordre naturel de la vie, c'est abandonner le rôle de marionnettiste et assumer celui d'un participant lucide qui fait sa part, et ensuite lâche prise. Quand j'essaie, je remarque que la peur de perdre le contrôle se transforme peu à peu en une étrange tranquillité, comme si cesser de lutter contre l'inévitable me redonnait une énergie qui était auparavant séquestrée par l'inquiétude. Cette énergie se transforme en clarté, et à partir de là, les décisions pèsent moins, les erreurs ne m'écrasent pas, et les réussites ne m'enivrent pas d'illusions d'omnipotence. Fais confiance au processus, pas au résultat. C'est la phrase que je me répète lorsque l'impulsion de tout contrôler menace de revenir. J'observe que lorsque je permets aux choses de suivre leur cours, sans manipuler chaque variable, la vie me surprend souvent de manières impossibles à planifier. Il y a un rythme souterrain dans les événements, une intelligence qui se manifeste lorsque je cesse d'interférer par peur. L'ordre naturel est ce mécanisme silencieux qui équilibre ce qui semble chaos en surface. Les stoïciens parlaient du logos, ce principe directeur qui organise l'univers. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est la confiance que chaque expérience a sa place, même si je ne comprends pas pourquoi sur le moment. L'univers s'ordonne tout seul, toi, ordonne-toi simplement. Cette phrase courte, presque brutale, me rappelle que l'effort authentique est interne, pas externe. La clé
est d'observer mes propres résistances, de réaliser comment la tentative de contrôler n'est qu'une stratégie d'autodéfense face à la peur. Si j'accepte cette peur sans la cacher, ni la déguiser en rationalité, je commence à lâcher prise. Le détachement devient alors une conséquence naturelle de la confiance, pas une pause forcée. Je fais confiance parce que je sais que ce qui m'appartient vraiment ne peut être arraché par aucune circonstance externe. Et ce qui ne m'appartient pas, même si je le poursuis avec désespoir, m'échappe inévitablement. L'abondance ne vient pas à ceux qui luttent contre la vie, mais à ceux qui s'entraînent à couler avec elle sans perdre leur centre. Quand je cesse de lutter contre l'ordre naturel, je cesse de vivre en dette envers ma propre tranquillité. C'est l'investissement le plus rentable, faire confiance et lâcher prise. Parce qu'au final, seul celui qui ose faire confiance se repose vraiment. 5. Pratique la gratitude sans attente. À la fin de la journée, alors que tu enlèves tes chaussures et laisses tomber tes vêtements sur une chaise, il y a un instant où le silence s'installe dans la pièce. La lumière tamisée dessine des ombres sur le mur, l'air sent quelque chose de familier, peut-être le détergent des draps, le dernier café de l'après-midi, le parfum de quelqu'un qui n'est plus là. Et tes mains restent immobiles, posées sur tes cuisses, comme si elles ne savaient pas très bien quoi faire. Il n'y a rien de spécial qui se passe, juste la fin d'une journée de plus, la routine habituelle. Pourtant, là, dans cet espace presque invisible entre l'épuisement et le repos, apparaît une décision que la plupart des gens négligent. Remercies-tu pour ce qui a été ou t'arrêtes-tu pour énumérer ce qui a manqué? Tu n'as pas besoin de cérémonie ni de grands discours. Il suffit du geste simple de regarder tes propres pieds, reconnaître qu'ils t'ont amené jusqu'ici, sentir le battement constant dans ta poitrine et accepter que, même si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu es toujours debout. C'est le terrain fertile où la gratitude peut s'enraciner, mais seulement si elle est sincère, seulement si elle se pratique sans attendre rien en retour. Le piège le plus courant est de transformer la gratitude en une monnaie d'échange, une sorte d'investissement émotionnel, en attendant des dividendes invisibles. Je remercie pour que demain tout se passe mieux. Je remercie parce que ainsi, on m'a dit, l'univers me le rendra. Ce n'est pas ainsi. La gratitude authentique ne négocie pas, ne calcule pas, n'exige pas. Elle ressemble davantage à nettoyer un verre sale. Cela ne change pas la réalité, mais cela change la façon dont tu la vois. Lorsque tu remercies sans attendre de récompense, c'est comme si tu aiguisais l'instrument avec lequel tu perçois le monde. Le café du matin ne devient pas plus cher, mais son goût s'intensifie. Le sourire fugace d'un inconnu ne change pas ton destin, mais te rappelle que tu es toujours connecté à l'humanité. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout est parfait, ni de te forcer à ressentir de la gratitude pour ce qui fait mal. Il suffit de ne pas négliger ce que tu as déjà. C'est là le véritable entraînement. Observer, remarquer, laisser le reconnaissance surgir sans pression. Il y a une usure silencieuse dans l'acte de remercier en attendant des résultats. C'est comme porter un sac à dos invisible chaque fois que quelque chose ne s'améliore pas. Chaque fois que la gratitude ne fonctionne pas comme tu l'espérais. Ce poids, cette déception, te serre la poitrine, te vole la légèreté. Le stoïcisme est brutal à ce point. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu reçois, mais la disposition intérieure avec laquelle tu te relis au présent. Tu ne remercies pas pour manipuler l'avenir, tu remercies pour te réconcilier avec ce qui est déjà. Le geste de dire merci, mentalement ou à voix basse, pour un repas simple, pour une conversation honnête, pour le simple fait de respirer sans douleur, est ce qui reprogramme peu à peu ta façon de traverser la vie. La gratitude est une forme d'intelligence, et celui qui la pratique sans attente entraîne son regard à détecter la richesse là où d'autres ne remarquent que la routine. Il est très difficile d'abandonner l'espoir secret que la gratitude va tout résoudre. L'esprit continue d'essayer de négocier, cherchant des garanties, attendant des miracles.
Mais là se trouve la différence entre la gratitude stoïque et la gratitude naïve. L'une accepte la réalité, l'autre la manipule. Choisis la première. Si tu remercies le repos même si le travail de la journée n'est pas terminé, si tu remercies l'affection même si la relation n'est pas parfaite, si tu remercies le simple fait d'avoir surmonté une petite difficulté, tu es en train d'entraîner un muscle mental qui ne dépend pas du résultat. C'est cela le véritable détachement. Remercier même s'il n'y a pas de récompense. Reconnaître la valeur du petit sans exiger qu'il se transforme en quelque chose de plus grand. Ce soir, avant de dormir, prends une demi-minute pour passer en revue sans hâte 3 choses qui se sont produites aujourd'hui. Une que tu as trouvée difficile et que tu as surmontée. Une que tu tenais pour acquise et qui est toujours là. Une que tu n'as jamais demandée et qui t'a pourtant été donnée. N'attends pas que demain soit meilleur simplement parce que tu remercies. Fais-le parce que ta dignité réside dans la façon dont tu interprètes le présent, pas dans ce que tu reçois en retour. Là, dans cette habitude silencieuse, dans cette gratitude sans attente, se trouve la porte d'entrée vers l'abondance réelle. Remercie sans regarder l'horloge. Car seul celui qui remercie sans condition se libère du poids du manque et peut enfin reposer en paix. 6. Laisse la sérénité ouvrir des chemins. La sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu crois encore que le calme est réservé à ceux qui ont déjà réussi, à ceux qui prétendument n'ont pas de problème, tu te mens à toi-même. Le manque de sérénité est le mécanisme exact qui te maintient bloqué, répétant des schémas, justifiant tes échecs par des histoires de malchance ou de circonstances impossibles. Ce n'est pas le monde qui te bloque les opportunités. C'est toi-même qui fermes des portes avec ton agitation, ta méfiance, ta manie d'anticiper le pire. L'anxiété ne te prépare pas, elle te paralyse. La tension ne te pousse pas en avant, elle t'épuise. Il faut le dire clairement, la sérénité est la seule condition réelle pour que de nouveaux chemins s'ouvrent, car un esprit en guerre ne sait que détruire ce qu'il touche. Celui qui ne cultive pas la sérénité sème des obstacles. C'est la vérité qu'il faut accepter avant de chercher des solutions magiques. Beaucoup vivent convaincus que la vie est une succession d'obstacles à surmonter à force de nerfs et de vitesse, comme si la seule façon d'avancer était de pousser toujours un peu plus fort. Cette mentalité est la recette parfaite pour l'épuisement et la médiocrité. La peur te vend l'idée que si tu t'arrêtes, si tu lâches prise, tu vas rester en arrière, tu vas rater quelque chose d'important. Mais c'est tout le contraire. La précipitation aveugle, l'anxiété déforme et le bruit intérieur te rend incapable de voir les raccourcis, les sorties, les véritables opportunités. Celui qui agit depuis la sérénité voit ce que les autres ignorent. Il peut distinguer entre l'urgent et l'important, entre ce qui construit et ce qui ne consomme que de l'énergie. Ce n'est que depuis le calme que tu peux détecter les portes que le stress te maintient fermées. La sérénité est le levier invisible. Sans elle, tout effort devient maladroit, toute décision est remplie d'erreurs prévisibles. Ne te trompe pas. La sérénité n'est pas passivité ni résignation. C'est la capacité de rester lucide au milieu de la pression, de ne pas réagir par impulsion ni par besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui maîtrise son calme devient imprévisible pour la peur. Pendant que les autres s'épuisent à rivaliser en surface, tu économises de l'énergie pour les mouvements qui comptent vraiment. C'est aussi simple que cela. La sérénité ouvre des chemins parce qu'elle te permet de voir au-delà de la panique immédiate. Elle te donne une marge de manœuvre. Elle te permet de choisir avec clarté. La plupart échouent non pas par manque de talent, mais par manque de sérénité dans les moments critiques. Tu n'as pas besoin de plus de volonté ni de plus de plan, tu as besoin d'entraîner le muscle de l'équanimité. Et cet entraînement est brutal, car il t'oblige à lâcher ton addiction au drame, à cesser de justifier tes erreurs par la pression externe. L'auto-tromperie la plus dangereuse est de penser que la sérénité viendra lorsque tout sera résolu. Cela ne va pas se produire. C'est l'inverse. Ce n'est que lorsque tu cultives la sérénité que le désordre externe commence à s'organiser.
Sénèque le dit clairement, « Celui qui attend que la mer se calme pour cesser de lui faire peur ne quitte jamais le port. » C'est ton état interne qui modifie l'environnement et non l'inverse. C'est pourquoi la prospérité arrive lorsque tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce que tu peux gouverner. Ton attitude, ton approche, ta façon d'interpréter ce qui se passe. La sérénité ne t'isole pas, elle te donne accès à des ressources internes que la plupart ne savent même pas qu'elles existent. La vision s'élargit, les solutions apparaissent, et l'abondance coule comme conséquence de cette clarté. Cesse d'utiliser l'anxiété comme excuse. Personne ne va te donner la sérénité. C'est une conquête quotidienne, une discipline que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu t'arrêtes avant de lâcher une plainte ou un jugement automatique. Tu n'as pas besoin d'attendre des signes de l'univers. Tu dois forger le caractère nécessaire pour que n'importe quelle circonstance devienne un terrain fertile. La sérénité est la clé maîtresse. Si tu ne l'as pas, ne te plains pas que les portes restent fermées. La prospérité naît dans l'esprit qui sait attendre, qui résiste à l'impulsion de se saboter et qui ose faire confiance à son propre processus. C'est ainsi que s'ouvrent les chemins que la peur te refuse. 7. Cultiver la cohérence entre l'esprit et l'action. Certaines personnes avancent dans la vie comme si elles avaient deux engrenages internes tournant dans des directions opposées. Ce qu'elles pensent et ce qu'elles font ne s'alignent jamais vraiment. Le résultat est une usure silencieuse, presque comme un moteur qui consomme plus d'énergie qu'il n'en produit, laissant à la fin de la journée une sensation d'épuisement disproportionnée par rapport à l'effort réel. Cette dissonance, cet écart entre ce que votre esprit reconnaît comme précieux et ce que vos actes finissent par exécuter, est l'un des principaux drains de votre abondance intérieure. Ici, peu importe la quantité d'objectifs que vous vous fixez, ni l'intensité avec laquelle vous poursuivez vos buts, mais plutôt l'alignement entre vos principes et vos mouvements quotidiens. Lorsque l'esprit va d'un côté et les actions de l'autre, toute possibilité de prospérité se dilue dans des contradictions invisibles, dans de petites trahisons quotidiennes qui, bien qu'elles semblent inoffensives, accumulent une dette dans votre compte émotionnel. La cohérence n'est pas une qualité tape à l'œil, ni un talent réservé aux virtuoses. C'est avant tout un exercice d'honnêteté brutale. Analysez-le. Chaque fois que vous retardez une décision que vous savez nécessaire, chaque fois que vous acceptez un engagement qui ne correspond pas à vos valeurs, chaque fois que vous agissez par inertie et non par conviction, une micro-fracture se produit dans votre structure interne. Cette fracture ne se remarque pas immédiatement, mais elle finit par affaiblir votre caractère et par intoxiquer le flux de sérénité dont vous avez besoin pour que l'abondance ait de l'espace. Votre prospérité est liée à votre congruence. Si vos paroles et vos actes se bifurquent constamment, l'univers et votre propre esprit cessent de vous faire confiance en tant que canal de réalisation. Car la confiance, même la confiance en soi, ne se construit pas avec des discours, mais avec des actes répétés qui confirment ce que vous dites être. L'analyse approfondie de ce phénomène révèle un cycle vicieux. Plus vous vous trahissez dans les petites choses, plus il devient difficile de vous maintenir dans les grandes. L'esprit apprend vite et en détectant que vos actions contredisent vos idéaux, il commence à se méfier de vos intentions futures. Le résultat est double. Vous perdez de l'énergie à essayer de vous justifier et surtout, vous perdez la clarté pour décider du prochain pas. C'est ici que la plupart des gens restent bloqués à répéter des schémas, piégés dans la même boucle de promesses brisées et d'excuses sophistiquées. L'incohérence est le filtre sale qui déforme votre vision, non du monde, mais de vous-même. Lorsque vous vous habituez à cette distorsion, même l'abondance la plus évidente passe inaperçue, car votre attention se fragmente entre le désir de changer et la peur d'être honnête avec ce que vous faites réellement. La solution n'est pas grandiloquente, ni ne nécessite des efforts titanesques. C'est une discipline quotidienne d'observation et d'ajustement. Demandez-vous, et ce sera la seule question rhétorique de ce bloc,
Mes actions reflètent-elles vraiment ce que mon esprit considère comme important? Ou suis-je simplement en train de jouer à l'auto-justification? La carte mentale que vous devez construire ne repose pas sur des routes imaginaires, mais sur l'examen constant de vos propres mécanismes internes. Détectez où vous faites des concessions au confort, où vous vous sabotez avec de petits mensonges, où la peur du jugement des autres vous fait abandonner vos propres limites. C'est là que commence le véritable travail. La cohérence est l'architecture invisible sur laquelle repose toute prospérité durable. Sans elle, tout n'est qu'apparence. Avec elle, même les ressources les plus modestes se transforment en richesses durables. L'entraînement à la cohérence n'est pas confortable, car il exige de sacrifier l'image et d'embrasser la vérité. Mais c'est ici que se distingue celui qui cherche une abondance réelle de celui qui ne la désire que superficiellement. Un esprit cohérent est un esprit en paix avec lui-même, capable de soutenir des décisions difficiles sans vaciller sous la pression extérieure. La cohérence est une force accumulée. C'est une phrase qui mérite d'être retenue chaque fois que vous hésitez entre l'impulsion et le principe. Si vous voulez prospérer, cessez de négocier avec vos valeurs et commencez à agir comme si chaque petit geste était un investissement direct dans votre propre équilibre. Parce que c'est le cas. L'univers répond à l'intégrité, pas à l'apparence. Lorsque vous cultivez cet alignement, vos décisions prennent du poids, votre parole retrouve de la valeur et l'abondance, loin d'être une promesse abstraite, devient une conséquence logique de votre propre ordre interne. 8. Repose-toi avec détachement et pleine confiance. Se reposer n'est pas fuir, c'est faire confiance. C'est le véritable filtre qui sépare ceux qui s'épuisent à essayer de forcer le destin de ceux qui, à la fin de la journée, peuvent lâcher prise et se livrer à la nuit sans culpabilité, sans compte à rendre à leur propre tribunal intérieur. Il y a une croyance silencieuse qui te sabote, l'idée que si tu ne gardes pas l'esprit en alerte jusqu'à la dernière minute, quelque chose va échapper, que l'univers récompense la vigilance constante et punit le repos. Mais ce que tu obtiens en maintenant cette tension, c'est hypothéquer ta paix pour payer une dette imaginaire. Le corps se couche, mais l'esprit continue de travailler dans l'obscurité, révisant des erreurs, amplifiant des menaces, ruminer des possibilités qui n'existent pas au-delà de ton besoin de contrôle. C'est là que le repos devient un champ de mine. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause des mécanismes internes qui ne te permettent pas de lâcher prise sur la journée. Le véritable détachement commence lorsque tu réalises que se reposer n'est pas perdre du temps, mais investir dans la seule énergie que tu peux réellement gérer, ton état intérieur. Tant que tu crois que le contrôle absolu est une vertu, tu dormiras avec le poing fermé, comme si tu pouvais retenir la vie entre tes doigts. Cet épuisement n'est pas de la force, c'est une fatigue mal gérée. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'ignorer les difficultés, mais d'abandonner la fantaisie que l'insomnie et l'inquiétude anticipée te rendent plus responsable ou plus précieux. Le repos authentique est un geste radical de confiance. C'est dire à l'esprit que pour aujourd'hui, c'est suffisant, que la dignité ne réside pas dans l'obsession, mais dans la capacité à se rendre à ce que tu ne peux pas changer. Celui qui ne sait pas lâcher prise ne se repose jamais vraiment. C'est la ligne que peu de gens veulent regarder en face. Il y a une discipline silencieuse à apprendre à clore la journée sans traîner les ordures mentales au lendemain. Ce n'est pas un talent, c'est un entraînement brutal d'honnêteté. Reconnaître quand tes pensées n'apportent plus rien, quand l'inquiétude n'est qu'un mécanisme automatique qui te maintient accroché à la peur. Le repos conscient ne se produit pas par accident. C'est une décision inconfortable de laisser l'univers suivre son cours pendant que tu te retires et permets à ton corps et à ton esprit de se réparer. C'est là que le détachement devient un outil pratique, pas un concept abstrait. Tu choisis de faire confiance même sans garantie. Tu choisis de lâcher prise sur le contrôle même si l'incertitude demeure intacte. Parce que la confiance n'est pas de la naïveté, c'est la maturité de celui qui a compris que la vie s'organise mieux quand on cesse d'interférer par peur.
Le conflit surgit dans cet espace intermédiaire entre le besoin de résoudre et l'incapacité d'accepter que beaucoup de choses ne dépendent plus de toi. Se reposer avec détachement, c'est accepter que le travail invisible, celui que fait l'univers pendant que tu dors, est aussi nécessaire que tout effort conscient. Tu n'as pas besoin de signer des contrats avec la vie avant de te coucher. Tu as besoin de te rendre à l'évidence que l'abondance arrive lorsque l'esprit s'arrête, lorsque tu cesses d'exiger des explications et te permets d'être simplement un témoin du processus. La paix est le salaire du détachement. Cette phrase, courte et sèche, est celle qui sépare les nuits blanches des réveils clairs. Il est inconfortable de l'admettre, mais la plupart des gens ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent repos avec abandon, confiance avec vulnérabilité. Et le stoïcisme le laisse clair. Seul celui qui ose faire confiance sans garantie découvre qu'il y a une intelligence qui opère au-delà de ses plans. Dans ce silence avant le sommeil, quand il n'y a plus de distraction possible, la seule chose qui compte est de savoir si tu peux rester avec toi-même sans te battre. Repose-toi avec détachement et pleine confiance. Non parfois aveugle, mais parce que tu as compris que la prospérité ne fleurit pas dans l'esprit qui veille, mais dans celui qui se permet d'être pris en charge par l'ordre supérieur qui le soutient. Parce que le véritable luxe n'est pas de dormir beaucoup, mais de se reposer en